Salut bande de Yule. Aujourd'hui on va parler de One Piece, le chapitre 920 pour être précis. C'est un chapitre rempli en informations cruciales pour l'arc de Wano Kuni. Si vous êtes prêts, alors c'est parti. Pour ceux qui se posent la question en mode waouh, mais t'es qui? La réponse est toute simple. Je suis le mec qui deviendra le plus grand influenceur de toute l'histoire de l'humanité, rien que ça. Pour l'instant, on va faire des reviews de One Piece, parce que c'est ça qui est bon, ouais. Et surtout parce que parler de One Piece, c'est l'une des choses que je fais le mieux. Donc allons-y, pour ce chapitre 920. Juste avant de commencer le résumé du chapitre, je vais en profiter pour faire mon auto-promo. Avant de sortir cette vidéo, je devais en sortir 2 autres sur les 2 chapitres précédents, mais j'ai pas réussi à les finir. Parler de mes attentes par rapport à l'arc de Wano Kuni. Du coup, je vais essayer de tout concentrer, tout ce que j'ai fait, pour en faire une espèce de vidéo top avec un titre bien putaclic. Je pense sérieusement que j'avais des idées intéressantes. Donc cette vidéo arrivera d'ici pas longtemps. Abonnez-vous. Donc, dans ce chapitre 920, intitulé J'adore Oden, on apprend que Oden Kozuki, donc le maître du clan Kozuki, était en fait le fils du shogun de Wano, Sukiyaki Kozuki. Donc ce Oden était quelqu'un d'important au pays de Wano, parce que sa lignée était directement inscrite dans l'histoire du pays. Et que le shogun, lui résidait à l'intérieur de la capitale des fleurs. Rapidement, que Oden, lui, s'est fait dégager de la capitale et s'est retrouvé dans la région de Kuri. Seule région que l'on connaît vraiment depuis qu'on est arrivé à Wano Kuni. Apparemment, c'était une ancienne zone de guerre dans laquelle il y avait tous les ronins et les samouraïs qui se battaient entre eux. C'était une zone considérée comme sauvage, donc où la criminalité atteignait des sommets. Mais Oden va finir par affronter le big boss du coin, un énorme personnage du nom de Ashura Doji. Quand j'ai lu ça, ça m'a interpellé. Le mec s'appelle Ashura. Est-ce qu'il aurait pas un petit lien avec le démon de Zoro, quoi? Genre, c'est la première question que je me suis posée. Ashura, c'est quand même le nom d'une divinité. On peut pas donner un nom pareil à quelqu'un juste comme ça. Enfin bref, fermons cette parenthèse. Donc sans surprise, Oden lamine Ashura et devient, par conséquent, le nouveau big boss du coin. Il réussira à réunir tous les criminels sous un même toit, au sens figuré bien sûr parce qu'il s'agit de son aile. Poussera à apprendre l'architecture et la construction, que tous soient à l'origine de la nouvelle région de Kuri, donc un territoire plutôt pacifique. Oden fit en sorte à ce que voit le jour la plantation Utopiée, le village et son château, ainsi que des canaux, des rivières, des quais, etc. L'information vint jusqu'à son père le shogun. Il devint alors le daimyo de Kuri à seulement 20 ans. C'est à ce moment précis dans le chapitre qu'on a une petite aparté nous montrant Zoro proximité d'un quai. Ça n'a pas vraiment d'importance dans le chapitre, mais ça pourrait en avoir pour la suite. Après, c'est toujours marrant de voir Zoro perdu. Et en plus de ça, ce con fait le reproche aux autres. On sait que Oda ne voulait pas que Sanji et Zoro se retrouvent en face, genre aussitôt. Le mec sait parfaitement où il devait se rendre, et pourtant lui, il veut prendre un bateau. Non mais qu'est-ce qui se passe sérieux dans sa tête? Le mec a une volonté complètement indépendante de l'équipage. Je veux dire simplement, ce mec s'en bat les couilles. Et ça peut être intéressant. Admettons, s'il arrive à se rendre chez l'ennemi par inadvertance, et qu'il se retrouve en face de Jack par exemple, ou même de Kaido. Imaginez si les deux commencent à s'échanger de l'alcool et tout. Ah putain, on n'est pas prêt. Ou alors, il va se mettre à la recherche des autres membres de l'équipage, mais comme c'est un fugitif dans la capitale des fleurs, ça va être un peu plus compliqué. Voilà. Donc le problème, c'est qu'on ne sait pas où se rendent les bateaux qui prennent la rivière. Affaire à suivre. Donc, c'est après ça qu'on retrouve le duc Inuarashi au bord d'une plage, muni d'un chapeau typique de Wano pour gagner un maximum de style. Du coup, là, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'il fait là? Pourquoi est-il au bord d'une plage? Sûrement attendre Nekomamushi et son équipage, ainsi que Marco. Même c'est qu'on a vu que après la rêverie, c'est que Marco ne viendra pas. Mais il a un message à délivrer, un message à destination de Luffy. Comme Marco est quelqu'un de très amical et en même temps le médecin d'un équipage, ça doit être quelqu'un de bien pensant. Forcément un avertissement vers Luffy par rapport au danger que représente Kaido. Blanche et son équipage se sont déjà battus contre lui à plusieurs reprises, on l'a appris. Lui seul sait ce que c'est vraiment un empereur. Profitez de cette petite aparté pour rappeler à ceux qui pensent que Luffy est beaucoup trop chaud et qu'il va rétamer Kaido. Tiens à rappeler que Ace, lui, au même âge qu'avait Luffy maintenant, s'est fait rétamer par Barbe Blanche. Il a eu beau s'y reprendre à je sais pas combien de reprises, ça n'a pas fonctionné. Barbe Blanche, lui, a eu la clémence de lui proposer de l'accepter dans son équipage, alors que Kaido, ce serait un peu différent. Regardez ce qu'il a fait à Eustace Kid. Moi, ce que je pense concrètement, c'est que cet arc va plus ressembler à Sabaody
qu'à Alabasta, Enies Lobby ou tout ce que vous voulez. Dans tous les cas, cet arc ne ressemble à aucun autre parce qu'il est construit comme une pièce de théâtre japonaise. C'est pour ça que tout s'enchaîne aussi rapidement depuis le début de l'arc. Nous sommes encore au début de l'arc et Oda ne fait qu'implanter les bases du récit de son arc. On pourra donc espérer avoir de l'action dans 1 ou 2 chapitres. Justement, en parlant de construction, on va revenir sur Inuarashi. Donc, on le retrouve en train de parler de Oden-sama, permet de continuer de faire le lien avec le flashback de Kinemon. Et ici, c'est un peu différent. Et bien sûr, on reste sur la même logique de montrer que Oden est un véritable héros, est un personnage important dans le monde de Wano, etc. Et dans l'esprit du clan Kozuki et de ses alliés. Donc Nekomamushi et Inuarashi. Donc en contradiction totale avec la propagande du shogun Orochi que ce dernier fait sur son peuple. On pouvait voir dans la salle de classe où les enfants étaient complètement associés au système intellectuellement dans le chapitre précédent. Du coup, on a droit à une petite image en flashback de Nekomamushi et Inuarashi quand ils étaient petits. Donc petits quand ils sont arrivés sur l'île de Wano pour la première fois. On se rend compte avec nostalgie qu'il est sur la même plage sur laquelle il arrivait la première fois et où ils avaient reçu un mauvais accueil de la part des habitants. Donc pour montrer que voilà le pays était déjà rentré bien sur lui-même. On subit des discriminations et ont reçu des surnoms assez basiques du style le chien qui parle et le chat qui parle. Tout le monde avait peur de nous, etc. Donc ça fait un petit écho à la scène des hommes poissons avec Koala sur le bateau. Jinbe lui demande pourquoi les humains ont si peur de nous. Et elle répond tout simplement, ouais, on ne sait rien de vous. Donc c'est une façon pour Oda d'introduire la thématique du racisme, au début de l'arc. Il nous rappelle un petit peu, l'arc Sabondi avec Octo, rappelez-vous. Donc on apprend enfin que Oden-sama était le seul à ne pas avoir eu peur de eux deux. Du coup, c'est porté garant de leur protection et les deux ont irrémédiablement eu une énorme part de respect pour Oden-sama. Du coup, quand on étudie un peu le profil de Oden, on se rend compte qu'il y a un parallèle avec Luffy qui est fait. Voilà, on nous présente un personnage fougueux, sans peur, qui ne fait aucune distinction entre les races. Il arrive même à rallier les autres en se battant contre eux. Donc on est dans un esprit bien Neketsu. Du coup, la question que je me pose, là maintenant tout de suite, est-ce que Oden-sama est un dé ? Comme on a deux profils qui se ressemblent, on est en droit de se poser la question de est-ce qu'il y a un lien de parenté ou alors tout simplement des liens d'influence. Bref, ça aussi c'est quelque chose qu'il faudrait approfondir dans une vidéo plus complète. Ok les gens. C'est à partir de la page 9 que le ton du chapitre va complètement descendre dans les graves, de manière, on va dire, radicale. Kinemon nous apprend donc, les larmes aux yeux, que Oden-sama, une fois retourné au pays, a été considéré comme un criminel par la capitale des fleurs, donc le nouveau shogun Orochi, et a par la suite été condamné à mort. Cela remonte apparemment à 20 ans, mais pour eux, cela date de quelques mois. C'est donc juste après la mort de Oden que le voyage dans le temps a eu lieu. Ils ont donc dû quitter le lieu de l'exécution pour se rendre au château, mais pour ce faire, ils avaient besoin de l'aide de Inuarashi et Nekomamushi qui se sont battus pour eux, mais apparemment ils ne les ont pas vus. On apprend aussi que Kaido avait anticipé le mouvement des samouraïs et avait mis feu au château. D'ailleurs, on voit dans le flashback qu'il y a un personnage, un samouraï avec un chapeau typique du pays de Wa que l'on ne connaît pas, donc ça devait être l'un des membres du clan Kozuki qu'on n'a pas encore rencontré. La mission était donc, maintenant que Oden-sama était mort, de protéger absolument Momonosuke. Là, les gens, on arrive à la partie la plus sérieuse business du chapitre. Le château de Oden, qui était pris par les flammes, avait bel et bien Momonosuke, mais aussi sa petite sœur et sa mère. Deux dont on ne voit pas le visage. La première se nomme Iori, la deuxième Toki, et c'est la détentrice du fruit du temps. Et là, Kinemon nous balance une info, il dit... Il y aurait des rumeurs selon lesquelles Toki-sama, donc Toki Kozuki, la femme de Oden, était née il y a très très longtemps. En parallèle avec le flashback, on nous confirme cette même chose. Il nous dit très attentivement, elle parle aussi de son pouvoir, il est impossible pour les hommes de retourner dans le passé, par contre on peut aller dans le futur. J'ai moi-même voyagé de plus en plus dans le futur en utilisant mon mystérieux pouvoir du Toki Toki no Mi. En apprenant ça, on se rend compte que cette femme
est l'un des personnages clés de l'histoire de One Piece, enfin dans le monde de One Piece. Ça veut dire que elle fait le lien entre différentes époques. Le fait de ne pas la voir elle, simplement sa silhouette, elle et sa fille, ça donne presque une dimension mystique au personnage. Quand j'ai lu le chapitre, j'ai même eu la même impression que quand j'ai lu le chapitre à la rêverie où on a rencontré Im-sama. Et il se pourrait peut-être que les deux ne soient qu'une seule et même personne. Ça, ce serait très captivant. Imaginez un personnage qui aurait accumulé tellement de savoir, de connaissances sur l'humanité, qu'elle serait capable de se placer au-dessus de tout le monde. Bref, je divague. Une telle théorie se doit d'être développée dans une vidéo complète. Pour en revenir à Toki-sama, elle-même dit qu'elle est arrivée à destination finale de son voyage, quoi. Du coup, Toki-sama va faire le choix de transporter les 5 samouraïs dans le futur au lieu de elle et sa fille. Elle va leur demander de prendre Momosuke. Et du coup, la promesse qui s'est faite, c'est que si les samouraïs sautent dans le futur, ils exauceront le souhait de Oden, donc écraser Orochi Kaido et ouvrir les frontières du pays. Et ils sont donc propulsés 20 ans dans le futur dans la cage juste après. Pour savoir si Toki et sa fille sont encore vivantes, ça, du fait qu'on ne pouvait pas voir le visage de Toki et sa fille à cause du contre-jour du château en feu, ça nous laisse penser que on aura droit à une présentation complète plus tard dans l'histoire. Peut-être à travers un flashback complet quand on rencontrera Orochi ou Kaido. Voilà, il faut absolument qu'on rencontre cette personne, hein. On peut pas rester comme ça. Et qu'est devenue sa fille? Sa fille, ça me laisse penser que ça pourrait être Otama, genre imaginez. Mais à vrai dire, on n'a aucun moyen de dire ce qui est advenu des deux. Lors du chapitre précédent, lorsqu'on a vu une brève image de la prophétie donnée par l'un des sbires de Orochi, on se rend compte que Toki était seule dans l'image qui était faite, seule dans les flammes. Il se pourrait qu'elle ait envoyé sa fille dans le futur à un autre endroit, dans d'autres circonstances. Ah bah oui, hein. Sinon, ça voudrait dire que Oda nous ait pas montré son visage expressément pour pas créer d'attachement et voilà, créer un personnage juste pour qu'il meure de suite, ça j'y crois pas. Ça se fait pas, ça. Je reviens sur ce que j'ai dit à l'instant, en disant qu'elle a peut-être envoyé sa fille à un autre endroit. Je pense pas. Je pense que Oda a dû utiliser une conception du temps plutôt générale, celle de la relativité générale d'Einstein. C'est pour ça que c'est impossible de retourner dans le passé, ce qui serait plus logique. Et du coup, le pouvoir du temps de Toki serait irrémédiablement associé à un endroit bien précis. Et que donc la conséquence de son pouvoir serait donc le voyage dans le temps grâce à une distorsion de l'espace-temps lui-même. Comme l'espace et le temps sont deux dimensions qui se croisent, on a déjà vu qu'il était possible de modifier l'espace avec le pouvoir de la gravitation de Fujitora par exemple. Alors du coup, le fruit du temps, lui, serait une manière à utiliser que la seule dimension du temps, ce qui serait plus logique. Que quand on utilise ce pouvoir, ça veut dire que on peut l'utiliser à un endroit et on réapparaîtra à ce même endroit. À moins que ce fruit soit éveillé tout simplement. Mais ce qui rendrait la chose complètement abusée, parce que le pouvoir de manipuler le temps et le développer jusqu'à, une fois éveillé, utiliser ce pouvoir dans l'espace aussi, mais ça aurait les mêmes conséquences que le fruit de la jouvence de Jewelry Bonnier. Mais ce serait complètement abusé. Mais à effet seulement dans le futur. Non, la question que je pose c'est, est-ce que Toki est Jewelry Bonnier? Non, plus sérieusement, la vraie question que je me pose c'est le vrai sens qu'il y a derrière sa mort. Je vais opposer l'idée comme quoi soit elle est morte, soit elle est vivante. On va commencer par mort. Donc si elle est morte, ça veut dire que son rôle n'aura été que de permettre aux samouraïs d'avoir une échappatoire et une occasion de revenir en force à Wano Kuni. Et en plus de ça, de lâcher une prophétie servant d'avertissement à Orochi, Kaido, etc. et ses sbires. Vous connaissez la suite. Et moi, je pense tout simplement j'espère vraiment qu'il y aura un flashback plus consistant dans lequel on pourra nous présenter Toki et sa fille en bonne et due forme. Alors passer par un passage, une technique tierce en mode esprit spirituel, mais ça, j'y crois pas trop. Après, on est à Wano Kuni, on sait jamais. Autre question qu'il faut se poser maintenant, si on part du principe qu'elle est morte, c'est qu'est-il arrivé à sa fille? Est-elle morte avec elle? Est-ce que la mère a choisi de faire mourir son enfant avec elle? Ou l'a-t-elle sauvée? A-t-elle déguerpi ou que sais-je? Ou, tout simplement, a-t-elle utilisé son pouvoir sur elle? Mais ça,
c'est partir du principe qu'elle est vivante. Ou alors, une autre idée un peu plus loufoque, est-ce que la mère se serait-elle fait mourir pour que le fruit du démon renaisse à côté et que la fille puisse le manger et l'utiliser? Si on continue sur cette idée-là et qu'on admet qu'il y a des conditions requises pour utiliser le pouvoir du temps, admettons qu'elle ait besoin d'utiliser son énergie vitale comme l'eau avec son pouvoir, à partir de là, on peut se dire qu'elle n'avait plus d'énergie et que le seul moyen pour que sa fille survive était de manger le fruit du démon, admettons. Et si on garde cette théorie, il faudrait justifier le fait qu'il y ait des fruits à côté d'eux et que Toki, justement, ait pensé à toutes les solutions possibles quand elle a su que c'était fini pour elle. Elle a fait son Pablo Escobar, quoi. Toi-même, tu le sais. Et si l'on part du principe qu'elle est toujours vivante, on peut espérer que elle et sa fille sont toujours vivantes et que elle ait su se garder dans le plus grand des secrets ou tout simplement a été fait prisonnière. On peut espérer dans la première option qu'elle ait changé d'identité. Après cette théorie que je viens de balancer, c'est du déjà vu. On a déjà vu ça à Dressrosa il y a pas si longtemps. Et elle serait en train d'attendre les samouraïs. C'est pour ça que je vais revenir sur une idée que j'ai balancée tout à l'heure. J'ai dit que Otama était peut-être la fille de Toki. Pour les biens de la cohérence, je pense me tourner vers l'idée que Toki est officiellement mort. Je vais revenir sur quelque chose d'autre. Lorsque Toki a envoyé les samouraïs dans le futur, il y avait un autre samouraï à côté de Raizo qui avait le même gabarit que lui et qu'on n'a pas vu être téléporté dans le futur. On sait que Otama est quelqu'un d'important pour la région de Kuri. Son maître, avec une tête de Tengu, avec un long nez, etc., lui avait dit à Luffy qu'il attendait quelqu'un, tout comme Otama attendait Ace. Donc, ma théorie est la suivante. Toki a demandé aux samouraïs restants de prendre sa fille, de la protéger, et il se pourrait que cette fille soit Otama, et le samouraï ou le ninja, que sais-je, est en réalité Kietetsu, qui attend le retour des samouraïs. Comme ce personnage manquant un chapeau traditionnel du pays des Wa sur la tête, on pourrait presque croire que c'est le personnage qui a rendu visite à Crocus dans les mini-aventures, dans les pages de couverture de chapitres, rappelez-vous. Voilà. La seule chose qui pourrait vraiment détruire mes théories, et dire que Otama par exemple ne serait pas la fille de Toki, ce serait que, en réalité, la fille de Toki soit la véritable utilisatrice du fruit du temps. Et que donc ce dernier ne soit pas vraiment en possession de Toki. Ce qui faudrait dire que cette dernière est simplement une accompagnatrice et demande à sa fille, enfin si c'est vraiment sa fille, de voyager dans le temps, voilà, de lui poser les conditions. Que j'essaie de conclure avec Toki, parce qu'il y a énormément de choses à dire. Avec elle et sa fille. Jusqu'à quand on remonte, voilà, la première utilisation du fruit du temps. Quand est-ce que le fruit du temps a été ingéré pour la première fois? Est-ce que Oden, lui, a déjà voyagé dans le temps avec sa femme et sa fille, peut-être son fils? On ne sait pas. Oden a déjà permis à Gold Roger d'utiliser le pouvoir du temps, ce qui serait complètement cheaté, et ce serait la condition qui pourrait en fait remettre toute l'histoire de One Piece qu'on a connue jusqu'à aujourd'hui en question. Et voilà. Comme le pouvoir du temps, Oda a décidé de l'utiliser dans un pays recroquevillé sur lui-même. Voilà. Un pays assez isolé, c'est dans ces conditions-là qu'il peut se permettre d'utiliser des pouvoirs au caractère assez exceptionnel. Le fruit du temps, c'est quand même, voilà, l'un des pouvoirs qui remet en question, voilà, le fonctionnement de la physique dans le monde de One Piece. Il y a énormément de choses qui en dépendent. Et voilà, il y a plein de choses à dire, vraiment plein de choses à dire. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a moyen que je fasse une vidéo plus complète pour parler de Toki et sa fille, avec quelques interrogations. Est-ce que Oden connaît l'histoire du siècle oublié, l'histoire du passé grâce à sa femme? Quand est-ce qu'il a tout simplement rencontré sa femme? Est-ce que le couple a été capable d'échanger avec Gold Roger ainsi qu'avec les enfants, et ils auraient pu amener voilà les questions sérieuses par rapport à l'histoire du monde? C'est ça que j'ai envie de savoir. Est-ce que la femme, est-ce que le détenteur du fruit du temps a une influence sur Gold Roger? Avec l'analyse du chapitre, les samouraïs, une fois rendus 20 ans plus tard dans le futur, se sont rendus compte tout simplement qu'ils ne vivaient absolument plus dans le Wano qu'ils ont connu. Mais à leur grande surprise, ils pensaient découvrir un pays rempli d'ennemis, mais en réalité, ils ont découvert des alliés.
C'est donc un ancien vassal du shogun qui se présente à lui. Il y a même d'anciens hors-la-loi de l'époque où Oden avait pas encore son château, etc. Ils disent avoir écouté les paroles de la prophétie de Toki et ayant attendu sagement pendant 20 ans. Et on apprend aussi que, en guise de signe de reconnaissance, ils ont un croissant de lune sur la cheville. Pourquoi sur la cheville? Je ne sais pas. Mais quand on y pense, d'un point de vue organisationnel, c'est pas très scred comme technique. N'importe qui peut rejoindre le clan comme ça. Enfin, rejoindre, je veux plutôt dire se rallier. Du coup, c'est à partir de ce moment-là que la résistance du clan Kozuki a été ramenée à la vie. Kinemon et les autres ont tout de suite pris la décision de procéder à l'élaboration d'un plan. Et ensuite, c'est préparer la séparation des samouraïs du pays de Wano, etc. Du coup, on arrive à ce qui nous intéresse vraiment. Pendant ces quelques mois de préparation, les samouraïs ont réussi à obtenir une force de plus de 5000 hommes. Donc, l'alliance pirate Ninja Minx s'élève à plus de 5000 hommes. Et en plus de ça, à la fin de ce briefing, on apprend où se trouve Kaido. Et le but de Kinemon n'est pas de déclencher la guerre avec cette puissance, mais de simplement de diriger un raid vers l'île où se trouve Kaido. L'île de Onigashima, où se déroulera dans 2 semaines le festival du feu. C'est donc la fameuse île enneigée, où l'on pouvait voir une gigantesque forme dans la brume, avec des cornes prépondérantes, où on retrouvera plus tard Gaburu ou Diez Drake, selon ce que l'on a appris avec les mini-aventures et à l'intérieur des chapitres d'informations autour du monde. Et c'est avec toutes ces informations que l'on apprend qu'il n'y aura pas de chapitre la semaine prochaine. Bon, après tout, avec toutes les informations qu'on a reçues ces dernières semaines, on a de quoi digérer pendant longtemps. Écoutez les gens, j'ai suffisamment théorisé dans cette vidéo et pourtant il y a encore à faire. L'objectif de Kinemon ces 2 prochaines semaines, c'est de ramasser un maximum d'informations dans le plus grand secret afin de mieux réussir l'intervention qui aura lieu, voilà, donc l'objectif principal, l'île de Kaido. Et on ne sait pas vraiment si Kinemon et les autres sont au courant que Jack est censé se ramener à cause de tout le grabuge que Luffy et Zoro ont fait en contrebas du château. J'espère qu'il va pas s'en prendre aux populations civiles, sinon ça risquerait d'énerver Luffy, de finir en véritable combat d'arc comme on aime, quoi, mais ce serait vraiment invraisemblable. Du coup, voilà, pour le prochain chapitre, j'imagine bien voir comment évolue la situation de Zoro, s'il atterrit pas chez les ennemis ou que sais-je, s'il faut le mec va se retrouver chez Kaido, enfin on n'en sait rien. Et je vois bien les samouraïs continuer d'expliquer à Luffy et les autres la situation. Comme je le disais tout à l'heure, Oda est toujours à un stade où il met les bases de la construction de son arc encore, donc c'est pas vraiment le moment pour de gros combats, mais ça devrait se dissiper d'ici quelques chapitres, 1 ou 2 chapitres. J'espère qu'on aura des nouvelles des autres Mugiwara qu'on n'a pas souvent vu. La dernière qu'on a vue, c'est Robin, elle était chez le sbire de Orochi. Ah, voilà, du coup j'aurai peut-être à l'occasion la possibilité de faire une vidéo sur Toki, le pouvoir du temps, etc. parce qu'il y avait pas mal de choses à dire. Bon, j'espère que ça vous a plu. Abonnez-vous si ça n'est pas déjà fait. Moi j'ai passé beaucoup de temps et beaucoup de plaisir à faire cette vidéo. Et voilà, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, il y aura d'autres vidéos à d'autres occasions. J'ai plein de choses à dire. Et comme c'est ma première vidéo YouTube sur... pas YouTube mais sur One Piece, mais genre j'ai gros sur la patate. Je me considère comme un fan de la première heure et j'ai vraiment beaucoup de choses à dévoiler que je garde pour moi depuis très longtemps, voilà. Et n'oublie pas le like si tu as aimé te faire influencer, de t'abonner, de partager, bon ça si t'en as envie, hein. On n'est pas obligé. Hein. Du coup, moi ça m'a fait plaisir. Prenez soin de vous et à plus bande de Yule. C'était le Don. Vous servez.